Site Université de Rennes 1, sur le thème L'art comme facteur de culture, d'Ernst Cassirer à Claude Lévi-Strauss, plasticité des œuvres, mise en série, sens flottant. Bonjour à tous, j'espère que vous pouvez bien m'entendre. Donc je souhaite donc faire cette communication sur l'art comme facteur de culture d'Ernst Cassirer à Claude Lévi-Strauss et donc aborder la plasticité des œuvres, leur mise en série et le sens flottant qu'évoque Claude Lévi-Strauss en écho avec le travail de Cassirer. Alors, à titre d'introduction, je vais rappeler quelques éléments sur l'épistémologie de l'approche de Cassirer. Avec Aby Warburg, Ernst Cassirer et Erwin Panofsky, l'art commence à être perçu comme un facteur de culture. Et donc, l'art est perçu plus exactement comme ce que Cassirer nomme une forme symbolique, parmi d'autres formes symboliques, telles que le langage, la pensée mythique et la science, avec lesquelles il interagit sans cesse pour dessiner ce que Cassirer nomme l'idée d'une culture. C'est le sous-titre de Freiheit und Form, liberté et forme. L'idée d'une culture émerge là où se projettent sur une même ère relationnelle commune ces différents faisceaux de sens, c'est une expression de Cassirer lui-même, ces différentes formes symboliques. Alors donc Panofsky appelle cette idée de la culture mentalité de base ou vision globale, pour traduire l'allemand Gesamtsicht, propre à une époque donnée que trahissent les œuvres à l'insu parfois de leur auteur. Warburg n'emploie quant à lui pas ce vocable de forme symbolique. Il préfère parler du fait que des formules de pathos traversent les époques et la géographie pour être réinvesties par d'autres cultures, comme si des ponts souterrains se créaient inconsciemment entre des sphères culturelles hétérogènes par les images. Son approche est donc moins linéaire que celle de Cassirer et de Panofsky, et donc elle lui permet d'être ce sismographe qui interprète les points névralgiques au sein d'une culture donnée, où finalement une culture puise dans les motifs en fait, de culture antérieure pour rendre les images puissantes. Et donc ce qui intéresse Warburg, c'est le décalage entre deux univers culturels qui fait tendre l'image entre deux mondes, qui la fait osciller et qui la rend effective, vivante, presque autocontradictoire. Donc une vision assez différente de celle de Panofsky et de Cassirer, mais néanmoins qui peut être abordée donc ensemble. Chez Cassirer, l'art occupe une place centrale au sein des autres formes symboliques. On sait qu'il a consacré un premier volume au langage, un deuxième à la pensée mythique et un troisième à la science et donc à la perception, qu'il n'a pas écrit ce volume sur l'art, mais on peut essayer d'en dessiner à titre introductif les contours avant de se lancer donc, dans la thématique à proprement parler que je vise aujourd'hui. Alors l'art, on peut en faire l'hypothèse à travers les lectures des textes sur l'art de Cassirer, explore et rend visibles les autres formes symboliques. Il navigue entre elles et il joue avec elles. Il exhibe les fonctions de sens qui s'y exemplifient. La pensée mythique repose principalement sur la fonction de sens qu'est l'expression, Ausdruck, et la pensée mythique, notamment les rituels, répond à des angoisses collectives et y répond collectivement en sollicitant la magie. Le signifiant et le signifié n'y sont pas encore dissociés, ils sont encore imbriqués. Le danseur est le dieu, le temps de la danse rituelle. On a peur du mot tabou, car c'est comme si la chose allait arriver quand on prononce son nom. Le sérieux du rituel se manifeste donc au fait que la danse rituelle n'est pas une représentation qui met à distance. L'individu colle encore au groupe qui est plus puissant que lui. L'image y est puissante, vivante, efficace. Elle a l'aura de l'icône, car s'y joue une véritable épiphanie, une descente du Dieu rendu présent. La présence au cœur des images de ce qui est exprimé les rend intenses, polarisées, tendues. L'expression de la pensée mythique sollicite le corps en mouvement, qui cherche son orientation symbolique dans l'espace et le temps, et c'est le droménon ou procession rituelle qui est la figure la plus emblématique de cela. La pensée mythique émane directement d'actions collectives symboliques. Or, l'art peut dialoguer avec cette fonction symbolique, qu'est la pensée mythique, et exploiter la fonction de sens qu'est l'expression. La fonction de sens qu'est l'expression est quelque chose d'attirant, de fascinant et d'indépassable. On n'en a jamais fini avec la terreur originelle, le foibos, face à une nature menaçante et à la finitude. Et c'est collectivement avec le corps et les affects qu'on peut le mieux l'exprimer au travers de rituels. L'art nous rappelle que nous n'en avons jamais fini avec la pensée mythique, qu'elle n'est pas laissée derrière nous, mais conservée, gardée vivante en nous, qui avons pourtant désormais accès à la science la plus rassurante et la plus désincarnée qui soit.
Mais l'art n'est pas la simple reprise du mythe, nous dit Cassirer, il libère le mythe pour l'humanité, c'est une phrase de lui, car si l'expression témoignait d'une première mise à distance lors de rituels, de ce qui effraie collectivement l'homme, par exemple l'éclair, la pensée mythique intensifie paradoxalement la peur en créant une peur des dieux, par exemple de Zeus, tonnant et manipulant le foudre, de sorte que la libération promise par l'expression de la pensée mythique se referme tragiquement sur une peur de l'individu face au groupe ou face aux dieux, dès lors que l'on oublie par exemple de nommer un de ses attributs. C'est ce qu'il dit dans Les Noms des dieux. Alors que l'art, au contraire, joue librement avec l'expression. L'art joue avec la fonction de sens qu'est l'expression en restant du côté de la présentation et de la représentation. Et c'est cela qui indique l'imbrication de la forme symbolique qu'est le langage avec celle de l'art. Le langage est une autre forme symbolique avec laquelle l'art joue et dont il exhibe la fonction de sens caractéristique qu'est la présentation, Darstellung. L'art travaille sur la mise à distance que permet la présentation. La présentation signe une dissociation et une articulation entre le signifiant et le signifié. Le sensible peut permettre de viser l'intelligible sans que l'intelligible soit identifié avec le sensible. Le sensible n'est qu'un support permettant de viser l'essentiel, à savoir le sens. L'art et le langage permettent ainsi le passage de la pensée mythique à la religion. Selon Cassirer, les œuvres ne sont plus incarnation du Dieu dans la religion, mais représentation du Dieu. Il n'y a plus de sens à embrasser les idoles. De Dieu, il vaut mieux même se garder de faire des images, diront certains iconoclastes. La présentation permet plus de distance du moi au monde que l'expression et signifie une nouvelle liberté. Non seulement le sensible est mis en forme, mais aussi les affects sont mis en forme par l'art. Et conjointement, l'individu cesse de coller au groupe, il s'individualise. Il dit « je ». La subjectivité se construit à la Renaissance, avant la modernité, en même temps que la science progresse, objectivant de plus en plus les relations entre les choses du monde. La modernité incarne le moment le plus pur de la représentation, une idée que Foucault reprendra dans Les mots et les choses. Quant à la science, elle incarne cette troisième forme symbolique avec laquelle l'art joue également constamment, car s'y traduit une nouvelle forme de liberté dès lors que la science permet de mobiliser la fonction de sens qu'est la signification pure, reine Bedeutung. On y accède quand on passe du paradigme de la substance à celui de la fonction. Le monde devient alors pure relation. Et pour rendre compte de ces relations, il faut construire des langages formels. Plus un langage permet de saisir des relations complexes entre des éléments du monde, plus il peut être dit « vrai », entre guillemets. Le rapport de causalité devient moins important que la possibilité de mettre en relation des points au sein d'une intégrale. Mais ce sur quoi insiste surtout Cassirer, c'est sur la joie de prendre conscience de la grande liberté que nous avons de créer de toutes pièces des langages mathématiques nouveaux, de formaliser et de modéliser de manière nouvelle. Cassirer est en science un partisan du constructivisme. Un langage mathématique va en traduire un autre et pouvoir dire encore davantage, générer même ses propres objets et ses propres champs. Créer des relations symboliques, c'est donner corps aux objets ainsi reliés, et cela a une dimension heuristique. On va lire de nouvelles relations entre des éléments qui n'avaient pas encore de teneur avant qu'on les relie, ainsi dans des fonctions plus complexes, avant qu'on les intègre dans ces nouvelles formulations mathématiques. Or, l'art prétend aussi avoir la liberté de créer de nouvelles relations entre les choses et de les rendre lisibles par création d'un langage de formes et de couleurs neufs. Voyez Kandinsky et son célèbre du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. C'est la fonction de sens que Cassirer appelle la symbolique pure, reine Symbolik. L'art occupe donc chez Cassirer comme chez Warburg une place intermédiaire entre la pensée mythique expressive et la pensée scientifique. Et comme chez Panofsky, l'art est langage et il faut interpréter ses différents niveaux de signification. Le premier niveau de signification des œuvres, selon Panofsky, est factuel et émotif. On y reconnaît des formes et des expressions par empathie. Le second niveau est allégorique et conventionnel. On y reconnaît des manières traditionnelles d'incarner des entités abstraites. Tandis que le troisième niveau de signification va jusqu'à ce que Panofsky appelle le contenu de l'image, son sens profond, à savoir la vision du monde que l'image trahit à titre de symptôme d'une vision du monde, d'une mentalité de base, d'une culture donnée, à l'insu même des auteurs de ces œuvres. Cassirer s'intéresse bien évidemment en tant que philosophe à ce dernier niveau de signification proprement iconologique, où l'examen d'une œuvre particulière ouvre sur une vision globale, ou Gesamtsicht, une vue synthétique d'une culture. Qu'est-ce que cette mentalité de base? Panofsky dit qu'elle peut s'interpréter à plusieurs échelles, celle d'un groupe, d'une nation, d'une classe sociale. Elle nous apparaît rétrospectivement après coup, avec du recul, sur les différentes périodes qui se sont succédées. Plus exactement, l'œuvre particulière a la puissance de condenser les traits qui rendent lisible un problème,
auquel s'est confronté l'artiste. Problème que les autres artistes de la même époque ont dû également affronter en donnant des solutions différentes, singulières. Faire l'histoire-problème à partir des œuvres singulières que l'on met en série et exhiber la spécificité des solutions que les artistes ont proposées à ce même problème, par exemple celui de la construction en perspective de l'espace, voilà ce que veulent faire Cassirer et Panofsky, ainsi que dans leur sillage Michel Foucault, qui parlera aussi d'histoire-problème pour qualifier sa manière de faire la généalogie du savoir. Panofsky et Cassirer sont contre l'idée de saucissonner l'histoire en période tranchée. Elles s'enchevêtrent entre elles, mais cette complexité n'empêche pas d'essayer d'en faire l'archéologie. Il faut opérer à plusieurs échelles, mettre en lien des œuvres majeures et des œuvres mineures, comme le font les planches de l'Atlas Mnémosyne d'Abby Warburg, mais aussi des liens entre des œuvres relevant de différentes formes symboliques. Par exemple, on peut mettre au jour des homologies structurales entre des œuvres architecturales et des œuvres spirituelles, entre des tableaux et des textes, entre des conceptions religieuses et des images. Un exemple canonique ici est l'ouvrage Architecture gothique et pensée scolastique de Panofsky, première traduction française de Panofsky postfacée par Bourdieu, que la notion de force formatrice d'habitude et d'habitus culturel fascinera comme on sait. L'approche de l'art nécessite donc une approche culturelle au sens large, pluridisciplinaire. Il faut mettre au jour ce que Foucault a nommé une épistémé, à savoir une manière de penser, de parler, d'agir propre à une période donnée. Comment se produit le basculement d'une épistémé à une autre? Pour Cassirer et Panofsky, c'est la complexité de ce passage qu'il faut précisément exhiber. Il faut refuser la simplicité de la lecture. Le basculement d'une épistémé à l'autre peut être symptomatiquement perçu quand on met au jour telle image, telle découverte scientifique, telle nouvelle conception spirituelle. Il ne faut pas se contenter des effets de surface, mais creuser plus profond pour voir émerger des tensions, des mutations qui font que sous une même forme reprise, un contenu peut changer ou inversement qu'un même contenu peut se mettre à soudain être mis en forme différemment. Après ce bref rappel des principes épistémologiques qui gouvernent l'approche de Cassirer en dialogue avec Warburg et Panofsky, principes très proches de ceux que Foucault mettra en œuvre dans Les mots et les choses, l'année où il écrivit la recension élogieuse de la première traduction en français d'une œuvre de Cassirer en 1966, à savoir La philosophie des Lumières, nous souhaitons interroger 3 points qui vont ouvrir la voie à un autre dialogue, à savoir celui de Cassirer avec Lévi-Strauss, qu'il rencontre en 1942 aux États-Unis. Tous deux sont arrivés par des bateaux différents à New York, suite à leur exil forcé, et nous voudrions montrer que l'idée même de faire de l'art un facteur de culture, c'est-à-dire de l'insérer toujours dans le faisceau de formes symboliques avec lesquelles il joue, conduit à mettre en exergue, premièrement, la plasticité des œuvres, deuxièmement, la nécessité d'insister sur la liberté, et paradoxalement, l'obligation que l'on a en tant qu'historien de l'art de les mettre en série pour rendre compte de cette plasticité. Et troisièmement, l'enjeu éthique que cela représente que d'admettre que le sens en art est flottant pour l'ouverture dont témoigne toute analyse de l'art, l'engagement humaniste des tenants des sciences humaines et en particulier l'engagement humaniste dont doit être porteuse l'histoire de l'art. Alors, je commencerai par la plasticité des œuvres d'art. En quelques mots, qu'entend-on par la plasticité fondamentale des œuvres d'art? Une œuvre d'art n'est selon Cassirer pas tant une chose fixe, une substance, qu'un élément d'une fonction bien plus vaste, qu'il intègre dans la série des œuvres d'art antérieures, mais qui tisse aussi des homologies structurales avec d'autres œuvres culturelles contemporaines, au sens large, formant comme un halo autour de l'œuvre et éclairant son sens. Rituel, discours, croyances, savoir. L'œuvre d'art n'a pas de sens isolé. Elle est travaillée par des motifs qui proviennent d'autres œuvres antérieures, auxquelles elle redonne un sens nouveau en les actualisant. Elle dialogue sans cesse avec des éléments relevant d'autres formes symboliques. S'intéresser à telle œuvre, c'est s'intéresser à la manière dont elle reprend de manière créative et neuve des éléments antérieurs, et cette spontanéité n'est pas propre à l'artiste, elle habite aussi les politiciens, les scientifiques, etc. de son temps. Mais l'art exhibe davantage encore la créativité, car c'est ce que l'artiste va apporter d'original par rapport à la série antérieure des œuvres qui va être l'objet de toutes les attentions. Ce sont les transformations opérées sur des motifs antérieurs qui nous intéressent en art. Les artistes font le grand écart, comme dit Cassirer, avec la norme traditionnelle, et l'écart se voit davantage encore que dans d'autres formes. Cassirer a d'abord développé un mode de pensée profondément morphologique, en raison de sa grande familiarité avec l'œuvre de Goethe. Il lui reprend l'idée qu'on peut chercher à organiser le fini en remontant à un principe idéal de mise en série qui permette de partir d'un cas prégnant, dont les autres cas dériveraient par une forme de métamorphose. Le cas prégnant ou forme originaire ou aux formes n'a pas à être trouvé dans le réel. Il peut être le fruit d'une projection réglée par l'imagination créatrice qu'il dit en vue du réel, zur Wirklichkeit.
bien différente donc de la pure fantaisie débridée. Quand je cherche à donner sens à un corpus, je dois mettre en série dynamique les œuvres singulières pour réussir, sans écraser la singularité des cas, à mettre au jour l'évolution d'un motif qui les traverse et guide notre compréhension de chaque cas singulier. On voit que chaque œuvre métamorphose le motif en lui donnant corps, par traduction d'un même motif, qui se dessine de manière idéale à même le corpus rassemblé. Idéal signifie ici, chez Goethe et Cassirer, obtenu par un travail de l'imagination créatrice et non quelque chose d'abstrait obtenu par l'entendement, par induction à partir de ce que les cas auraient de commun. L'imagination progresse dans le concret, elle ne s'en échappe pas, elle n'opère pas de manière linéaire et déductive, mais par dérivation réglée. Les œuvres deviennent plastiques car elles oscillent autour d'un cas prégnant qui en forme la matrice. Un mouvement de diastole et de systole anime l'ensemble des cas, comme cela est rendu manifeste sur les planches de l'Atlas Mnémosyne construit par Warburg. Le centre de la planche d'image peut être plus dense, mais parfois la série se réorganise à partir d'une œuvre de la périphérie de la planche, une œuvre anodine en apparence. Cassirer ne s'est pas nourri que de la morphologie goethéenne, il s'est aussi intéressé en mathématiques à la théorie des groupes de transformation développée par le groupe d'Erlangen, en particulier par Felix Klein. Alors que la morphologie goethéenne l'invitait à lire dans les œuvres d'art la même prodigalité que celle dont témoignent les formes naturelles, la notion de groupe de transformation permet à Cassirer d'aller plus loin dans une approche plus fonctionnelle et méthodique. Il faut créer des groupes d'éléments définis par un certain nombre de propriétés et ensuite montrer par quelle transformation réglée on peut obtenir un autre groupe défini par de nouvelles propriétés. Ces groupes peuvent présenter de l'hétérogénéité entre eux. Ce qui compte, c'est simplement que nous puissions indiquer par quelle opération on peut dériver de manière réglée les propriétés d'un premier groupe à partir des propriétés d'un autre groupe. On voit que ce qui intéresse ici Cassirer, c'est que les sciences humaines peuvent y trouver un bon paradigme. Les formes symboliques présentent des homologies structurales. Sans contenir des œuvres homogènes entre elles, elles peuvent tout de même se correspondre intimement. Faire des sciences humaines suppose donc la pluridisciplinarité. Si j'étudie des œuvres d'art, je dois aussi m'intéresser aux autres formes symboliques afférentes. Mais cela permet aussi de penser à l'intérieur de chaque science humaine comment se rapporter aux œuvres singulières pour ne pas en écraser la singularité et créer des homologies structurales malgré l'hétérogénéité des éléments rassemblés dans les différents groupes de transformation. C'est cela précisément que Lévi-Strauss va reprendre à Cassirer. D'abord l'approche goethéenne et l'idée de chercher face à des œuvres singulières frappantes à les mettre dans des séries dont certains éléments sont la transformation des autres, et ensuite l'approche mathématique d'Erlangen qui permet avec plus de rigueur peut-être de parler d'homologie structurale. Ainsi, par exemple, on peut à la fois penser qu'un masque n'est que ce qu'il transforme d'un autre masque, il n'est rien en soi, isolé, mais on peut aussi prendre le groupe des masques et le groupe des mythes et montrer des homologies structurales entre ces deux groupes hétérogènes. Les mythes que l'on peut mettre en correspondance avec des masques en transforment d'autres. Et ces transformations qui permettent de transformer un masque en un autre ou bien un mythe en un autre sont les mêmes. Toutes ces œuvres entrent donc dans un même groupe de transformation. L'approche morphologico-structurale des œuvres est typique de l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, bien sûr, comme on sait, mais mettre au jour le fait que cela provient chez Lévi-Strauss d'une lecture étroite des œuvres de Cassirer est intéressant, car Lévi-Strauss occulte systématiquement cette filiation. Deuxième point, la mise en série des œuvres. En histoire de l'art, il convient de rendre le regard sur les œuvres mobiles, en insérant constamment les œuvres dans de nouvelles séries qui vont les faire vibrer. Cela peut être réalisé de plusieurs manières, soit comme Warburg, nous l'avons évoqué, par un montage d'images sur des planches, ce sera l'Atlas Mnémosyne, qui accentue le dialogue visuel entre les images, l'intervalle entre elles étant décisif, car les œuvres manifestent parfois des inversions brutales de polarité. Une même formule de pathos peut ne pas traduire du tout la même sensibilité qu'une autre, païenne d'un côté, chrétienne de l'autre, ou plus exactement, une tension peut habiter une œuvre parce qu'elle reprend la formule d'une autre tout en appartenant à une toute nouvelle configuration culturelle, une autre épistémée. La série, loin de tisser les choses, lisser les choses chez Warburg, loin de ranger chaque cas singulier dans une boîte avec une étiquette fixe, vient au contraire créer un réseau complexe avec des effets d'anachronisme, des effets rétroactifs de l'étude d'une image postérieure chronologiquement sur d'autres, antérieures chronologiquement. La mise en série par Warburg vient brouiller la linéarité temporelle et créer d'autres liens que ceux de succession chronologique, ou d'autres liens que ceux de causalité. Ce sont plus des échos, des survivances de motifs que guette Warburg,
en insistant sur les gestes expressifs et les rituels collectifs qui rendent ces motifs vivants. Chez Panofsky, il y a aussi constitution de séries et même de séries complexes. Par exemple, pour rendre compte de la gravure célèbre nommée Mélancolia 1 de Dürer, il replace l'œuvre dans 3 séries d'images hétérogènes les unes aux autres. La première série dans laquelle dynamiquement il insère cette gravure est celle des représentations de ceux qui, médicalement parlant, sont dits manifester un excès de bile noire. La gravure en question fait figure d'intrus dans cette série médicale, car loin de signifier un état maladif, la mélancolie est ici soudain vue comme créatrice de nouvelles formes et comme positive. Saturne y change de sens. Dieu détesté, car il est celui qui manifeste le passage dévorant du temps, il devient avec Dürer positif. La seconde série dans laquelle Panofsky insère la gravure de Dürer est celle des géomètres, qui utilisent leurs instruments divers, compas, etc. Mais notre géomètre de la Mélancolia 1 détonne là encore, car il semble plus rêveur qu'appliqué. Troisième série d'images qui ressemble à première vue à notre gravure, celle des représentations de la paresse, un des 7 péchés capitaux. Il est vrai que l'affalement de notre personnage y fait un instant penser, mais aussitôt, Panofsky montre combien il n'incarne pas du tout le péché de la paresse. Les 3 séries sont là surtout pour faire saillir magistralement au croisement d'elles toute l'unicité et la radicale nouveauté de la gravure de Dürer. Pour la première fois dans un univers néoplatonicien où le sensible ne fait plus la guerre à l'intelligible, la quête de vérité s'apparente à une envolée vers des idées dont on parie qu'elles sont atteignables sans être sûr de jamais pouvoir les atteindre tout à fait, ce qui engendre à la fois enthousiasme et insatisfaction. La mélancolie chez Dürer devient créatrice, positive, source d'inspiration pour les artistes. On invente même ici la figure de l'artiste, dira Panofsky, telle qu'elle demeurera encore pour nous facile à interpréter, alors qu'elle est si nouvelle quand Dürer l'invente. L'œuvre reprend bien ici des motifs, Saturne, la représentation médicale de personnes souffrant d'un excès de bile noire, la représentation mathématique du géomètre, la représentation religieuse de la paresse, mais elle leur fait dire à chaque fois autre chose, et c'est cette combinaison complexe qui seule peut rendre compte de l'extrême inventivité de Dürer ici. Car c'est finalement l'écart de cette œuvre singulière avec toutes les précédentes qui est rendue par Panofsky patent. Dernière piste pour appliquer cette mise en série en histoire de l'art, Edgar Windt. Il fut l'élève de Warburg et de Panofsky et connaissait bien le travail de Cassirer puisque c'est sous la double direction de Cassirer et de Panofsky qu'il réalisa le texte dont je vais parler. Son rôle fut très important dans la migration de la bibliothèque Warburg de Hambourg à Londres et il contribua à l'organisation de cette bibliothèque qui est toujours un centre important d'études sur l'image. Dans un de ses premiers écrits destinés à faire de lui un professeur, donc, Warburg thématise précisément ce qu'il entend par la mise en série, Bildreihung, d'œuvres d'art, en s'inspirant des manières mathématiques d'en faire usage. L'ouvrage dont je parle ici, qui n'est à ma connaissance pas traduit en français, a été publié in extenso en 2000, récemment, je ne sais plus exactement la date, mais il avait été donc écrit en 1924 et il se nomme Ästhetischer und kunstwissenschaftlicher Gegenstand. Donc l'objet esthétique et l'objet de la science de l'art. Des problèmes d'édition dans les années 1920 empêchèrent Windt d'éditer plus qu'un succès d'année de sa thèse. C'est pourquoi ce n'est que relativement récemment que cet ouvrage a été publié in extenso. Et donc, il est prolongé ensuite par un autre ouvrage, Das Experiment und die Metaphysik, en 1935. Que soutient Windt ici? Il soutient qu'il y a 2 manières très différentes, mais complémentaires et articulées entre elles, de se rapporter à une œuvre d'art. De manière esthétique, on constitue l'œuvre comme un objet isolé, autonome, comme une île, comme une totalité en soi, objet de notre plaisir. Nous ne cherchons alors pas à en juger. Mais quand nous cherchons à en juger, nous faisons aussitôt entrer l'œuvre dans des séries de différents ordres et de différentes étendues pour chercher à la connaître, en faire l'objet d'une science de l'art. Nous la constituons alors comme objet de la science de l'art. Et donc, les séries dans lesquelles entrent les objets de la science de l'art peuvent être de grande étendue et contenir énormément d'objets, s'il s'agit par exemple de tous les portraits de la Renaissance, par exemple, ou tous les paysages flamands, etc. Ou bien l'étendue des séries peut être plus petite et n'en contenir que quelques-unes. Les exposants des séries peuvent être modifiés suivant l'intérêt qui est le nôtre en observant tel ou tel objet. Les exposants regroupent les caractéristiques ou traits qui permettent de légitimer que l'on regroupe ces cas dans une même série. La limite est la série qui ne contient qu'un seul élément, l'œuvre elle-même. Une série qui ne contient qu'un seul élément, c'est assez paradoxal, mais Windt dit que c'est l'horizon de l'interprétation des œuvres.
Et donc, c'est une autre manière de faire de l'interprétation des œuvres d'art la constitution de séries, et même de séries, en pensant leur imbrication les unes dans les autres avec des exposants, des ordres et des étendues différentes. Alors, dernier point, et je serai très brève en quelques minutes pour respecter le temps imparti. Qu'est-ce qu'on peut entendre par ce sens flottant dont parle Claude Lévi-Strauss, donc notamment dans son ouvrage sur la pensée sauvage et aussi dans le final de l'homme nu, dans les mythologiques. Alors, je terminerai cette étude en rappelant ce que Lévi-Strauss dit de l'art dans le final de l'homme nu, donc le dernier des 4 tomes des mythologiques. Alors, je vais vous raconter juste une petite anecdote. Récemment, une chercheuse qui a travaillé sur Lévi-Strauss et la musique dans le début de sa carrière, après elle a fait une thèse avec la même directrice de recherche que moi, à savoir Catherine Colliot-Hélène, à laquelle je rends hommage, puisqu'elle est décédée cette année malheureusement. Donc, cette jeune chercheuse m'a raconté cette année quelques anecdotes qui confirment les intuitions qui ont guidé mon travail de thèse, qui ont été publiées dans La forme selon Ernst Cassirer de la morphologie au structuralisme dans la collection Estetica, donc à Rennes, aux presses universitaires de Rennes en 2011. Alors, que m'a-t-elle raconté? Elle m'a dit être allée chez Claude Lévi-Strauss quand elle était très jeune et lui avoir demandé les sources du structuralisme. Et donc, il aurait répondu c'est Goethe et Cassirer, par lequel j'ai mieux compris la morphologie, et Félix Klein, le groupe d'Erlangen, que lui aussi m'a fait connaître. Et donc, ça m'a paru intéressant comme réponse, puisque c'était un peu l'objet de ma recherche. Et seconde question de la jeune étudiante, qui est maintenant une chercheuse patentée. Et où peut-on saisir le mieux, Monsieur Lévi-Strauss, vos choix épistémologiques? Alors, il a répondu dans le final de l'homme nu, le 4e tome des mythologiques. Et donc, il se trouve que c'est peut-être par le hasard de mes lectures, je ne sais pas, mais c'est au cours de ma thèse, en lisant ce texte, que la très grande proximité avec la manière qu'a Cassirer d'aborder l'art comme facteur de culture, c'est en lisant ce texte que cette proximité m'avait saisi. Et ce que j'ai développé donc, dans plusieurs essais, qui se trouvent un petit peu confirmés par les dires de cette femme, c'est vraiment juste une anecdote. Alors, donc, il ne les nomme pas, ce Lévi-Strauss, forme symbolique, et il ne mentionne absolument pas Cassirer, mais il parle de Humboldt et de son idée de voir chaque langue comme la traduction d'autres langues, comme Goethe voyait dans chaque plante la métamorphose d'autres plantes, ce qui est quasiment une citation telle quelle de l'œuvre de Cassirer. Alors, que dit-il là de l'art? Pour conclure en une minute, je vais le résumer. Il explique comment penser le rapport du langage à la science d'abord. Il ne parle pas d'art d'abord, il parle d'abord du langage. Mais il parle de la manière dont on peut penser le rapport du langage à la science, à l'histoire et au mythe, ainsi qu'à l'art. Toutes les formes que sont la science, l'histoire et la production de mythes, ainsi que l'art, doivent être rapportées à une forme originaire, le langage. Là, ça ressemble un peu à Cassirer, parce qu'il y a ce premier volume sur le langage d'où tout semble émerger. Le langage signifiant articulé à un signifié est mis en relation avec lui pour donner sens au monde et est comme la matrice qui permet de tout éclairer. Donc, tout le processus de signification est un processus finalement qui s'inscrit dans le paradigme du langage. On n'est pas étonné puisque Jacobson n'est pas bien loin non plus. On songe ici au premier tome de la philosophie des formes symboliques de Cassirer, où le langage joue aussi ce rôle matriciel, le langage intervenant comme un paradigme pour penser les autres formes, ce qu'on voit aussi chez Panofsky, très bien. Tout est langage, que ce soit expression, présentation, signification pure, etc. Et la science est langage, elle aussi, puisque Claude Lévi-Strauss trace une ligne dans ce texte, et il dit tout au bout de cette ligne que trace le langage, il y a la science. Mais la science est un langage qui tend à l'abstraction. Il quitte la vie et son dynamisme pour exhiber la pure relation du signifiant et du signifié. Mais il ne faut pas oublier de compenser cette abstraction grandissante des mathématiques, nous dit Claude Lévi-Strauss, sinon la culture ressemblera à une formule de plus en plus intellectuelle et abstraite. Et c'est pour ça que, pour croiser cette ligne, il y a une autre ligne verticale sur laquelle on peut placer l'histoire, la pensée mythique et l'art. Si l'on traduit cela dans le vocabulaire de Cassirer, il ne faut pas se contenter de mettre au jour la fonction de sens qui est la signification pure au bout de la ligne. Ce n'est pas, et heureusement, la seule manière de donner sens au monde, n'en déplaise aux positivistes. Car, nous dit Lévi-Strauss, deux formes viennent faire contrepoint à cette abstraction mathématique, l'histoire et les mythes, d'une part, qui revalorisent le signifié, et l'art qui revalorise le signifiant. Même les mathématiques abstraites ont d'ailleurs besoin d'un support sensible pour s'incarner. Cassirer le rappelle assez souvent.
L'art vient justement rappeler cela. L'art est une forme de langage particulière qui insiste sur la matérialité, le signifiant plus que les autres formes et dont le sens est singulièrement flottant. Par contraste avec l'histoire et le récit de mythes ou avec justement le sens dégagé par la science. Est-ce à déplorer? Nullement. L'œuvre est ainsi ouverte, comme le soulignera également le très beau titre de Umberto Eco, au conflit des interprétations. Faire des sciences humaines, c'est bricoler avec le fini, faire comme on peut avec les moyens du bord, tracer des lignes interprétatives dans le fini sans être sûr de trouver même le début de la série pour légitimer, par ce point d'Archimède, les dérivations réglées qui en émaneraient. Comme le dit Cassirer, la culture n'est pas un objet, c'est une tâche. Ce n'est pas Gegenstand, c'est donc une tâche. Ce n'est pas gegeben, elle est Aufgabe, elle est tâche. Et cette tâche est infinie. Nous sommes toujours invités par chaque œuvre à tout moment à l'interpréter à nouveau en fonction des œuvres antérieures, mises au jour, mais aussi bien sûr en fonction des autres formes contemporaines qu'inconsciemment nous transportons avec nous du fait de notre éducation, nos manières de parler, de penser, de voir et même d'agir, propre à notre époque, notre épistémère. Série de séries, la complexité peut nous effrayer, comme le web nous en donne le frisson, mais le pari de Cassirer, contrairement à Zimmel, est de dire qu'il n'y a rien de tel en cela qu'une tragédie de la culture. Ce n'est qu'un drame qu'il nous faut constamment jouer et rejouer. Je vous remercie de votre attention.